Alors, merci Jean-Paul. Et du coup, je suis donc chargée d'ouvrir cette journée avec une première conférence qui va s'appuyer sur des études conduites à l'ESA, avec nos étudiants notamment. Et l'enjeu est bien de tirer des enseignements sur la façon dont les médias sociaux numériques jouent sur les recompositions des dynamiques collectives en agriculture. Alors, commençons par illustrer ce dont nous allons parler. En s'appuyant sur la page Facebook du groupe Agriculture de Conservation qui, cette semaine, hébergeait cette conversation. Donc, 12 agriculteurs réagissent à la question posée par Christophe qui vient d'implanter un semis de blé dans un couvert de luzerne et qui demande faut-il intervenir avant l'hiver ou au printemps et avec quoi? Les agriculteurs se donnent des conseils, contrôlent donc avec des petites doses d'alliés, partagent leur expérience. Ça fait 10 ans que j'ai 60% de luzerne sur ma ferme sous couvert, etc. Ils se questionnent mutuellement. Les agriculteurs, comme d'autres, se sont donc saisis de ces médias sociaux et ils développent des interactions denses. Alors, les usages des médias sociaux sont-ils si développés en agriculture? L'enquête Agrinote conduite en 2019 auprès de 1110 agriculteurs connectés, c'est-à-dire qui utilisent Internet, nous donne des premiers éléments de compréhension. Elle indique que 57% des enquêtés sont effectivement inscrits à un réseau social. Parmi ces réseaux sociaux, ceux qui sont les plus mobilisés, vous le voyez, c'est Facebook et YouTube, viennent derrière, assez loin derrière, Twitter et WhatsApp. Alors si on voit grâce à cette enquête que les réseaux sociaux sont rentrés dans le panel des outils de communication utilisés par les agriculteurs, ces enquêtes ne nous disent pas bien quels sont les usages concrets qu'ils en font. Comment ils les mobilisent, comment cela interagit avec leurs pratiques traditionnelles, relationnelles. Autrement dit, comment les médias sociaux numériques interfèrent avec les dynamiques collectives en agriculture. Alors, le parti pris de ma présentation, c'est bien de situer les réseaux sociaux dans ces pratiques et ces dynamiques collectives en agriculture. Et je vais donc commencer par revenir sur les enjeux contemporains relatifs aux dynamiques collectives. Et avec une première idée importante, c'est que l'agriculture est composée de nombreux indépendants qui travaillent dans de petits collectifs de travail et même souvent seuls. 2/3 des agriculteurs travaillent seuls sur leurs exploitations. Pourtant, ils ne travaillent pas isolément les uns des autres et ils sont inscrits dans des dynamiques et dans des relations sociales denses entre eux. Tout au long du XXe siècle, le choix professionnel et politique résolu a été de maintenir l'agriculture dans une forme d'entreprise familiale et individuelle. Mais ce choix, il s'est accompagné en parallèle de l'accompagnement, de la structuration de collectifs qui permettent aux agriculteurs de s'appuyer sur des ressources communes. Ces collectifs, ils sont parfois informels. Ce sont des réseaux d'échanges, de dialogue et de coopération entre voisins. Ce sont aussi des groupes de développement qui sont extrêmement importants dans la production et la diffusion de connaissances. Des groupes qui s'appuient sur des réseaux d'échanges entre pairs. Ce sont enfin des coopératives d'achat et de vente, coopératives d'utilisation du matériel, groupements d'employeurs. Enfin, ce sont bien sûr les syndicats qui représentent les agriculteurs. Dans une profession comme l'agriculteur, qui est donc composée de nombreux petits indépendants, ces organisations instituées, elles jouent un rôle fondamental d'intermédiation. Intermédiation entre agriculteurs pour échanger, dialoguer, produire des connaissances, coopérer également. Intermédiation entre la profession et l'État, entre la profession et les acteurs économiques d'aval des filières. Mais ces collectifs, s'ils sont denses, s'ils sont encore fortement investis par les agriculteurs, ils sont également déstabilisés par 3 dynamiques. La première, c'est que les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Je vais aller rapidement sur cette idée qui est bien connue. Ils sont du coup plus dispersés sur les territoires et les collectifs, les réseaux de dialogue, ils changent d'échelle, ils s'élargissent géographiquement.
La deuxième dynamique, c'est que les agriculteurs, ils sont maintenant dans des métiers plus diversifiés. Diversifiés selon la spécialité productive, selon le mode de production, diversifiés aussi selon les modèles d'entreprise. Ce qui fait que les agriculteurs, en fait, ne se sentent pas toujours partager le même métier et ils s'investissent dans des collectifs plus spécialisés. De ce fait, on voit une diversification, une multiplication des collectifs professionnels en agriculture. C'est ce qu'on appelle la segmentation notamment. Et enfin, la troisième dynamique, c'est que les agriculteurs sont de plus en plus investis dans des scènes très diversifiées, dans la profession, mais aussi hors de la profession, et ils sont amenés à interagir avec des acteurs divers. Je citais en introduction notamment l'investissement des consommateurs et des citoyens dans des controverses relatives à l'agriculture. Ces trois dynamiques, elles aboutissent à un contexte sociologique marqué par une forme de foisonnement et de déstabilisation des structures traditionnelles des sociabilités professionnelles. Le développement des usages d'Internet et des médias sociaux numériques s'inscrit donc dans ce contexte très particulier. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de parcourir ce que promettent ces médias sociaux numériques en termes de nouvelles intermédiations. Je vais commencer là encore par quelques exemples, et notamment celui de la façon dont des agriculteurs se saisissent de Twitter. C'est par exemple le cas pour France Agri Twittos, qui est une association née en 2017 qui regroupait des agriculteurs et des acteurs des mondes agricoles qui se donnent les missions inscrites dans cette diapo. Il s'agit donc pour eux de réunir dans une structure qui se veut apolitique et asyndicale des agriculteurs, des para-agricoles, à la fois pour échanger, créer des espaces de dialogue, et on voit là la fonction de production, d'aide à la production et à l'échange de connaissances qui est revendiquée par Twitter, par les agriculteurs, mais aussi leur but c'est de communiquer de manière positive sur l'agriculture grâce à Twitter. Et donc là, une deuxième fonction devient absolument évidente, celle de représenter le métier. Le deuxième exemple que je voudrais souligner ici, c'est un autre type de média social qui s'investit sur la fonction de coopération en agriculture. C'est l'objectif central de sites de mise en relation professionnelle. À partir de 2015, naissent des jeunes entreprises qui cherchent à mettre en relation des agriculteurs pour partager, échanger ou vendre différents biens et services. Ça va être du matériel, des données, des parcelles, du fourrage, etc. Ces entreprises, elles se regroupent en 2017 au sein de l'association Co-Farming. Et elles explicitent leur vocation à travers un livre blanc que je cite ici. Donc c'est bien une vocation de mutualisation entre agriculteurs qui est largement revendiquée, donc de coopération. Et ce qu'elles disent aussi, c'est qu'elles souhaitent valoriser Internet pour mettre en relation, intermédiaire entre agriculteurs au-delà du simple voisinage. Alors, on pourrait continuer longtemps ce panorama, mais disons que quand on explore tout cela, ça nous amène à identifier trois grandes catégories de médias sociaux actifs en agriculture aujourd'hui. Alors, le premier de ces types de médias sociaux sont des activités de blog ou de micro-blogging, en particulier sur YouTube ou sur Twitter, qui visent à présenter un point de vue, à présenter le métier dans l'espace public. Dans ce type de médias, les interactions entre intervenants sont souvent très déséquilibrées, voire même unidirectionnelles. C'est le cas quand, par exemple, un agri-youtubeur, David Forge, publie la semaine dernière une vidéo sur sa chaîne YouTube. Les céréales sont toutes semées à temps, pour citer la vidéo, si vous voulez aller regarder. Cette vidéo, elle a fait 97 000 vues en une semaine, mais parmi les personnes qui ont visionné, seulement 5 000 réagissent. Et leur réaction, c'est d'abord de liker la vidéo. Donc, parmi ces 5 000 personnes qui réagissent, 4 800 likes. Il n'y a que 200 internautes qui vont poster un commentaire, et souvent ce commentaire, il est tout à fait laconique, c'est une ou deux phrases. Donc, on voit qu'il y a un déséquilibre très fort dans l'interaction entre le youtubeur et son public. Le deuxième type de médias, c'est ce dont j'ai parlé avec le co-farming, ce sont les plateformes de mise en relation. Sur ce média, souvent, les contenus sont assez limités. Il s'agit de présenter une offre
et une demande. Ensuite, l'interaction entre les internautes, elle est assez faible publiquement, mais une fois que l'offreur et le demandeur sont en relation, ils interagissent dans la vie réelle de manière approfondie. Donc, ce deuxième type de médias sociaux, évidemment, a pour vocation de coopérer. Le troisième type de médias social consiste à constituer des espaces numériques de dialogue entre pairs et avec des experts. Cela se joue parfois sur des applications spécifiques, mais le plus souvent, ça se joue sur Internet. Donc à partir des années 2000, on a vu se développer des forums. Et puis maintenant, ça se passe principalement via WhatsApp, via Facebook, via Twitter. Il s'agit donc de proposer la possibilité d'échanger de manière soutenue entre pairs avec des experts, souvent autour de thèmes très techniques. Et on voit dans ces réseaux une très forte interaction entre membres qui est relativement équilibrée, en tout cas en comparaison avec le premier type de médias. Évidemment, ce troisième type de média social se donne pour vocation de faciliter l'échange et la production de connaissances entre agriculteurs. Alors, ces différents types de médias sociaux, ils ambitionnent de résoudre des difficultés contemporaines liées aux dynamiques collectives. Ils ambitionnent par exemple de pouvoir toucher directement le grand public, de faciliter la mise en relation dans un contexte où les agriculteurs sont plus dispersés et ne se connaissent pas toujours. Ils souhaitent aussi créer des espaces de discussion sur des proximités thématiques. En outre, ces différentes propositions, elles pointent un enjeu complémentaire, celui de la désintermédiation. Alors, je recite France Agritwitos qui nous dit « Nous voulons représenter de manière asyndicale, fournir une image sans intermédiaire ». Alors bien sûr, tout cela, c'était des promesses faites par les promoteurs de ces médias sociaux à leurs usagers. Maintenant, nous allons nous intéresser à la façon dont les agriculteurs s'en saisissent et à leurs effets sur les dynamiques collectives en agriculture. Et ça, je vais le faire en mobilisant 2 études que nous avons conduites avec nos étudiants en 2017 et qui visaient à mieux comprendre les enjeux et les effets du développement d'Internet et des médias sociaux numériques sur les processus d'innovation. Nous avons en particulier enquêté auprès de 40 éleveurs innovants du Grand Ouest et auprès de porteurs de médias sociaux numériques. Alors, bien sûr, je le précise ou j'insiste, ces enquêtes, elles sont plutôt centrées sur la façon sur des médias sociaux qui proposent de partager et produire des connaissances, donc une partie seulement du panorama des médias sociaux numériques en agriculture. J'en tirerai 4 enseignements que j'aimerais que l'on puisse retenir pour la journée. Le premier, il vise à répondre à une question fréquente, c'est est-ce qu'avec les médias sociaux numériques, c'est la révolution? Est-ce que ça change radicalement nos façons d'interagir et d'accéder à l'information? Non, plutôt non. Ce que l'on observe quand on interroge des agriculteurs innovants, c'est qu'effectivement, beaucoup mobilisent Internet ou les médias sociaux numériques dans leur réflexion pour changer de pratique. Mais jamais de manière isolée. En fait, les usages des médias sociaux s'articulent et complètent des usages préalables. Les agriculteurs mobilisent aussi beaucoup des dialogues avec leurs conseillers, des fournisseurs, avec des visites, avec des salons, avec la lecture de la presse professionnelle. Ils interagissent entre pairs dans des groupes de développement. Et donc, les médias sociaux sont une composante de toutes les ressources mobilisées pour innover. Donc, tout comme le téléphone, quand il a été inventé, n'a pas aboli le fait de se rendre visite ou de s'envoyer des cartes postales, les médias sociaux numériques ne font pas table rase des autres pratiques relationnelles. Deuxième enseignement qui nous semble marquant, c'est que les usages de ces médias sociaux numériques, ils sont très différenciés selon les agriculteurs enquêtés. Et nous avons, du coup, pour essayer d'éclairer ce résultat, distingué différents profils d'éleveurs en fonction de leur forme d'insertion sociale et des ressources qu'ils mobilisent dans leur démarche de réflexion technique et d'innovation. Alors, nous distinguons par exemple des éleveurs en voie de diversification et de sortie du métier. Ce sont par exemple des agriculteurs qui ont conçu un nouvel outil et qui souhaitent progressivement quitter le métier d'agriculteur pour se consacrer au développement et la vente de cet outil technique. Ces agriculteurs sont typiquement
très insérés dans des clubs d'entrepreneurs locaux et au contraire très peu impliqués dans les dynamiques collectives proprement agricoles. Et on observe qu'ils ne mobilisent pas du tout les médias sociaux numériques dans leur démarche. Deuxième catégorie, des éleveurs en situation de pont entre filières. Ce sont des agriculteurs qui vont chercher à s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres filières de production pour changer leurs propres pratiques. Il se trouve que ces éleveurs étaient souvent des personnes très impliquées dans la profession, dans différentes organisations professionnelles, et qu'ils mobilisaient leurs liens avec ces différentes communautés professionnelles dans leur démarche d'innovation. Nous avons observé que ces éleveurs utilisent les médias sociaux numériques, mais ils les utilisent plutôt pour trouver des témoignages. Ils s'en servent un peu comme des banques de connaissances pour s'inspirer et pour alimenter leur propre processus de réflexion. Enfin, la troisième catégorie d'éleveurs que nous avons distingués sont des éleveurs que nous qualifions en quête d'autonomie. Ce sont souvent des agriculteurs qui sont très distants des coopératives ou d'autres organisations professionnelles, mais en revanche qui sont très insérés dans des groupes de pairs, dans des groupes de développement et qui réfléchissent leur système et leurs pratiques en lien fort avec d'autres agriculteurs. Ce sont des éleveurs qui mobilisent beaucoup les médias sociaux numériques et ce sont eux qui les mobilisent en tant qu'outil de dialogue et d'échange avec d'autres agriculteurs. Hop. Alors, ce que nous disent ces travaux, c'est qu'en fait, les éleveurs qui mobilisent le plus les médias sociaux, et en tout cas qui les mobilisent en tant qu'espace d'échange, sont des éleveurs qui, d'ores et déjà, dans leur pratique, avaient des usages, des relations entre pairs très développées. Du coup, ça nous amène à poser que les dispositifs numériques confortent des ressources et des pratiques préalables et semblent plutôt accentuer une diversité des rapports à la connaissance et à l'innovation en agriculture. Troisième enseignement que nous aimerions retenir, c'est que les communautés numériques se structurent beaucoup moins par la proximité géographique que par la proximité thématique. Alors c'est ce qu'a observé et étudié François Laurent à propos de l'agriculture de conservation et de son développement. Il montre comment cette ambition technique s'est développée sur Internet, dans les médias sociaux, où des communautés d'agriculteurs se sont constituées, ont expérimenté, ont partagé leur expérience via Internet. Ce qui se joue à travers ça, c'est effectivement la constitution de groupes techniques et de connaissances centrés sur une option technique. Ce que nous avons montré aussi précédemment, c'est que des agriculteurs se servent des réseaux sociaux comme des banques de contenu, des banques de connaissances pour découvrir ce que font d'autres groupes d'agriculteurs. Donc cela a abouti au fait que se constituent grâce aux réseaux sociaux ce que j'ai appelé des écosystèmes informationnels alimentés par les pairs. Les réseaux sociaux publicisent la diversité des approches techniques en agriculture. Ils la rendent plus lisible, plus accessible et en ce faisant, ils ont tendance à renforcer les processus de segmentation en cours dans la profession. J'en viens à mon quatrième enseignement. Issu de ces premiers travaux, qui interroge cette promesse de désintermédiation via les réseaux sociaux numériques. Alors, les médias sociaux numériques émergent en dehors d'institutions dont les cadres sont bien connus. Ils ont une gouvernance plus informelle, c'est vrai. Certains y voient donc une forme de désintermédiation des dynamiques collectives. Pour autant, quand on y regarde de plus près, on voit qu'il existe bien des fonctions ou des rôles d'intermédiaires dans les dispositifs numériques. Il s'agit, par exemple, pour l'administrateur d'un forum ou d'un groupe Facebook, de valider l'inscription d'un adhérent, d'animer le groupe, de proposer des thèmes, de structurer les dialogues, de proposer des règles de fonctionnement. Il s'agit, dans le co-farming par exemple, pour les porteurs de ces sites de mise en relation, d'évaluer la qualité des biens et des services qui sont proposés pour les échanges. Donc voilà, des fonctions d'intermédiaire existent.
Alors quand on regarde maintenant les activités de blog ou de microblogging sur Twitter et YouTube, c'est vrai qu'ils permettent une représentation des agriculteurs qui n'est pas intermédiaire dans l'espace public. Pour autant, une hiérarchie en termes de capacité d'influence ou d'audience s'instaure entre ces youtubeurs ou ces tweetos. Et par exemple, l'audience des youtubeurs peut aller de quelques abonnés à plus de 100 000, ce qui est effectivement un peu différent. De nouveaux intermédiaires, de nouveaux leaders émergent donc. Ce sont parfois des start-upers, ce sont parfois des agriculteurs, ce sont parfois des techniciens. On les connaît assez mal et ça mériterait d'être encore interrogé à travers d'autres travaux ou à travers des témoignages. Ce que notre enquête indique, c'est que quand ce sont des agriculteurs, leurs profils sociaux semblent assez proches de ceux d'autres responsables professionnels. Ils sont souvent administrateurs d'associations nationales ou plus locales, fondateurs de GI2E, élus des syndicats ou de chambres d'agriculture. Alors pour conclure, ces premiers travaux nous invitent à retenir 4 enseignements. Donc, les 2 premiers tentent à nuancer l'effet transformateur des médias sociaux numériques. Les médias sont saisis en complément et en lien avec des pratiques préexistantes. Ils accentuent des processus sociaux structurels en agriculture, comme celui de la segmentation. Les 2 seconds enseignements marquent des effets plus notables qu'il s'agit d'interroger davantage, et c'est ce que nous allons faire tout au long de la journée. Donc effectivement, ces médias semblent renouveler assez significativement les modalités d'intervention professionnelle dans l'espace public, et ils interrogent les nouvelles modalités de structuration de la profession, qui sont certainement moins formalisées que précédemment, mais aussi bien réelles. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Bertille Tarot. Je vous propose maintenant de nous rejoindre ou de me rejoindre ici pour qu'on puisse échanger sur ce que vous venez de dire. Je pense que toute la journée sera très riche pour illustrer finalement assez concrètement ce que vous venez de dire, que ce soit dans le dialogue avec la société ou dans le dialogue entre agriculteurs. Plein d'éléments que vous venez de nous dire seront reprécisés, débattus, peut-être affirmés par certains, on le verra. En tout cas, ça sera intéressant d'avoir vos propos en tête. Alors, peut-être, avant de voir les questions que les internautes se posent, moi j'en ai 2 ou 3 à vous poser qui me semblaient intéressantes. Finalement, plus il y a de segmentation dans les agriculteurs, segmentation de modes de production, vous l'avez dit, segmentation dans les modes de commercialisation, il y a de plus en plus de niches qui se produisent, plus les médias sociaux vont se développer, puisque par définition, moins on est nombreux sur une niche, plus on est éloigné géographiquement. C'est effectivement assez probable. Alors, c'est toujours difficile de dire l'avenir, mais on voit bien que quand on regarde les thématiques proposées par les groupes Facebook, par exemple, elles sont très spécialisées, très techniques, et du coup, il est certain que les agriculteurs peinent à trouver dans leur voisinage proche des interlocuteurs pour échanger, je le citais, sur le maraîchage en agriculture de conservation, par exemple. Donc, c'est vraiment un processus qui renforce l'utilité des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux permettent le développement de groupes plus techniques, plus spécialisés. Et c'est plutôt un processus qui converge et qui devrait s'accentuer dans ce sens-là. Mais avec moins de relations directes, j'allais dire. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut tout à fait nuancer. Et quand on regarde un peu plus les discussions sur ces groupes-là, on voit aussi qu'ils organisent des rencontres, alors régulièrement, 2-3 fois par an, ça va dépendre des groupes. Mais ça crée aussi du lien direct, hein. C'est pas du tout antinomique. Et comme je le disais, très souvent, on a une vraie complémentarité entre lien virtuel ou numérique et lien direct. Alors, ce qui est intéressant peut-être à discuter aussi sur cette question de la segmentation et des réseaux sociaux, c'est qu'à contrario, le fait que des groupes techniques expérimentent, proposent des contenus hyper spécialisés sur leur réseau social, ça rend lisible et accessible cette connaissance technique. Donc on a aussi tout à fait
On peut aussi imaginer que ça permette une plus grande hybridation des techniques pour une majorité d'agriculteurs qui vont lire, qui vont voir, qui vont s'inspirer de tout ce foisonnement de propositions techniques, parfois très différentes, et qui vont les intégrer dans leur propre pratique, dans leur propre système. Et du coup, il est tout à fait possible qu'on aille aussi vers quelque chose qui ressemble à un continuum dans les pratiques effectives des agriculteurs, hybridant des propositions qu'ils vont piocher dans ces réseaux sociaux. À droite ou à gauche. D'accord, très bien. Et il y a donc un développement des espaces d'échange, notamment sur les pratiques. Est-ce que ça pourrait faire courir, j'allais dire, un risque, entre guillemets, pour les organisations agricoles dont c'est un peu le cœur de métier? Parce que si les agriculteurs discutent entre eux seuls, le conseiller agricole a-t-il toujours un rôle à jouer? Est-ce que, je pense notamment des organisations agricoles, je pense aux chambres d'agriculture bien entendu, dont le conseiller est le métier, mais d'autres également, on peut parler des coopératives, des réseaux d'organisations d'élevage, d'organismes privés également, dont le conseiller est le métier. Est-ce qu'il y a un risque, entre guillemets, pour eux? Alors, c'est une question qui nous a été plusieurs fois adressée. Je citais ces travaux qu'on a conduits avec nos étudiants. À l'origine, ce sont bien des coopératives qui se questionnent, qui se demandent, mais faut-il qu'on reconfigure complètement nos activités de conseil avec ça? Alors, le conseil, il peut être concerné par deux types d'évolution numérique. Donc, il y a ces réseaux sociaux dont nous allons parler, et je vais y revenir, mais il y a aussi tout ce qui renvoie aux outils d'aide à la décision, qui peuvent être mises à disposition des agriculteurs et qui questionnent en fait sur l'utilité du conseiller. Si jamais l'agriculteur a entre les mains sur sa tablette des préconisations techniques en temps réel, à quoi sert un conseiller? Donc il y a ces deux types d'innovations qui effectivement perturbent et questionnent beaucoup le monde du conseil en agriculture. Alors si on revient sur les réseaux sociaux, comme notre enquête l'a montré, en fait les agriculteurs dans leur démarche de réflexion, ils continuent de mobiliser largement leurs conseillers. En fait, on a des usages qui ne sont pas exactement les mêmes de ce qui se trouve sur Internet et les réseaux sociaux et de la relation de conseil. Dans la majorité des cas, Internet et les réseaux sociaux sont mobilisés comme une banque de connaissances, comme des informations, comme des sources d'inspiration dans lesquelles on va se nourrir, on va regarder régulièrement. Par contre, le conseiller garde un rôle déterminant dans l'aide à la réflexion, dans l'accompagnement du processus de changement, voire dans la mise en œuvre beaucoup plus opérationnelle sur l'exploitation. Donc, cette enquête, elle était pour nos partenaires coopératifs extrêmement rassurante et on voyait que le conseiller continuait de jouer un rôle relationnel et d'accompagnement essentiel, en fait, auprès de la grande majorité des agriculteurs. Il faut aussi se rappeler que pour certains agriculteurs, une partie de leur activité n'est pas l'objet d'un intérêt majeur. On va se concentrer sur ce qui nous anime, ce qui nous intéresse le plus, et c'est sur ces domaines-là du métier qu'on va faire des recherches, qu'on va innover et qu'on va peut-être mettre en concurrence les conseillers avec d'autres sources d'informations, d'autres sources de conseils et de dialogue. Mais il y a toute une partie du métier où on voit que certains agriculteurs délèguent les choix techniques à leurs conseillers parce que c'est pas facile de tout faire et de tout faire de manière extrêmement approfondie. Donc il reste cette dimension-là qui peut être également quelque chose de très stable en fait pour le conseil coopératif ou le conseil en chambre d'agriculture. Il y a peut-être aussi un autre point qui intervient, c'est que on disait les gens s'éloignent un petit peu plus géographiquement, ils se regroupent par des thématiques, mais il y a aussi l'adaptation, j'allais dire pédoclimatique, qui elle reste quelque chose d'extrêmement important. C'est pas parce que une technique est utilisée à l'autre bout de la France qu'elle sera adaptée à mon sol, à mon climat. Et j'imagine que les organisations agricoles, elles, ont cette connaissance fine de ce qui peut se faire sur le territoire. Oui, alors à ce titre, je vous renverrai volontiers vers les travaux de Soisig Di Bianco que vous verrez aujourd'hui et qui finit actuellement sa thèse sur le métier de conseiller et qui montre effectivement ce processus-là. Les conseillers, leur expertise est notamment fondée sur la très bonne connaissance des territoires dans lesquels ils interviennent et des problématiques agricoles spécifiques et la façon dont elles sont jouées en fait par les agriculteurs. Alors malgré tout, vous l'avez probablement vu dans l'extrait du groupe Facebook que j'ai diffusé, souvent dans les commentaires des agriculteurs, justement ils contextualisent
ce qu'ils font et pourquoi ils le font en disant « moi, ici, je fais comme ça » ou « dans telle région, on le fait ou on ne le fait pas ». Donc ces dimensions sont prises en compte aussi dans des échanges numériques. Ce sera l'objet, entre autres, d'une partie de la table ronde de cet après-midi. Effectivement, on y reviendra. Peut-être dernière question pour ma part. Vous avez presque utilisé des gros mots tout à l'heure, enfin en ce qui me concerne en tout cas, en parlant de désintermédiation ou de réintermédiation et le lien avec les organisations professionnelles agricoles traditionnelles. J'aurais voulu que vous développiez un petit peu, que vous m'expliquiez un petit peu de quoi il s'agit. Alors, peut-être pour revenir un peu plus là-dessus, j'ai essayé de montrer que des organisations professionnelles, fondamentalement, elles jouent un rôle d'intermédiaire. Intermédiaire entre de nombreux agriculteurs et l'État, par exemple, si on pense aux syndicats. Évidemment, avec les réseaux sociaux et cette culture numérique qui est fondée sur la contribution de la foule à la production de connaissances, à une conversation numérique, on change de paradigme, on change de façon de concevoir, en fait, par exemple, le lien entre les agriculteurs et le grand public. Et du coup, ça déstabilise le rôle des organisations professionnelles. Donc, on a ce processus apparent de désintermédiation, puisque chacun peut s'exprimer sur le réseau social sans passer par l'intermédiaire de son syndicat, par exemple. Alors, évidemment, ça pose la question de la façon dont les organisations professionnelles vont se situer par rapport à ces conversations numériques. Alors j'aimerais citer une interpellation fréquente que nous fait Hervé Pillot, qui est peut-être là, donc je le salue si jamais il nous suit, je crois que c'est le cas, et qui depuis qu'on organise, qui nous accompagne depuis 5 ans sur l'organisation de ces rendez-vous de l'agriculture connectée, et puis qui souvent nous interpelle en disant les organisations professionnelles sont en retard, il faut absolument qu'elles se saisissent des outils numériques, de ces réseaux sociaux, il faut qu'on en fasse quelque chose, etc. Alors, je crois que ce n'est pas facile pour une organisation professionnelle de se saisir de ça. Et moi, je vois 2 approches différentes de cette question. Alors, il y a une approche qu'on va certainement développer cet après-midi qui consiste à se dire le numérique, c'est des outils pour créer du lien avec mes adhérents. Donc, je vais l'internaliser et, par exemple, organiser des plateformes d'échange pour faire vivre une communauté d'adhérents au sein d'une coopérative, au sein d'un syndicat, etc. Donc, ça, c'est une façon de faire et c'est peut-être vrai que les organisations professionnelles ne s'en sont pas encore beaucoup saisies. Je crois qu'on aura des exemples très intéressants cet après-midi avec la réflexion d'un CETA sur ces questions-là. Mais deuxième façon de prendre les choses, c'est de se dire, mais est-ce que les organisations professionnelles ont un rôle à jouer dans les conversations numériques publiques, dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'un syndicat doit s'inscrire dans un réseau social? Et là, je pense qu'il y a une tension entre la culture syndicale et la culture numérique qu'il faut bien prendre en compte. Le travail d'un syndicat, par exemple, si je prends ce type d'organisation, qu'est-ce que c'est? C'est de faire la synthèse des situations individuelles, des préoccupations individuelles, pour remonter une vision commune ou au minimum majoritaire qu'il faut défendre auprès de l'État, par exemple. Donc, tout le travail, toute la raison d'être d'un syndicat, c'est ce long travail de synthèse qui amène quoi? Qui amène au fait que la communication n'est pas spontanée, c'est pas possible, et que la communication n'est pas individuée. Au contraire, les individus s'effacent pour faire place à une vision majoritaire ou commune. C'est absolument l'inverse qui se joue dans les réseaux sociaux. L'expression est individuée et spontanée. Donc on a des cultures très différentes. Par contre, les organisations professionnelles et les syndicats, par exemple, ont tout à gagner à promouvoir la parole des agriculteurs sur les réseaux sociaux et probablement à se saisir de ce qui se dit pour contribuer à leur propre réflexion et orientation, donc mesurer l'opinion agricole et l'opinion publique pour penser les orientations professionnelles, coopératives, etc. Merci, c'est des points qu'on reverra aussi dans les tables rondes, à la fois de ce matin finalement, parce que c'est une des questions qui se posent. Est-ce que les agriculteurs qui interviennent dans les réseaux sociaux sont des ambassadeurs en quelque sorte, des représentants des agriculteurs? Oui, non, enfin voilà, c'est des questions que nous allons nous poser. Peut-être juste avant de prendre les questions que vous avez posées sur le chat de la chaîne YouTube, pour ceux qui veulent approfondir le sujet que vient de nous développer Bertie, je signale la sortie d'un livre qui s'appelle « Les agriculteurs dans le mouvement de la numérisation du monde ». Hop, je le montre
ici, comme ça, vous pourrez le voir, aux éditions Educagri. C'est en fait un recueil d'articles écrits par les enseignants-chercheurs de l'ESA majoritairement, dont d'ailleurs Bertie Tarot qui a fait un article qui porte le titre de la conférence que vous venez de nous faire. Voilà, ça permet d'approfondir le sujet, j'allais dire, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. C'est un ouvrage indispensable. Alors, nos internautes ont-ils posé des questions? Myriam Germain, donc responsable du service communication de l'ESA. Bonjour à tous. Alors pour l'instant, beaucoup de commentaires, mais pas de questions. Nous avons en ce moment 234 personnes qui nous regardent sur le live YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions. Alors pour lancer la machine, moi je vous propose de vous en poser une, pour vous laisser le temps de revenir vers nous et de vous poser vos questions. Bertie, on parle beaucoup de faciliter les liens à distance. Est-ce que ça change également la façon d'échanger avec nos proches? Alors, oui, effectivement, j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'est une possibilité de résoudre une difficulté des dynamiques collectives qui consistent à dire que on ne partage pas forcément le même métier, ni la même vision du métier avec notre voisin, et du coup on a besoin parfois d'interagir plus loin. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ils permettent aussi d'interagir beaucoup et fréquemment avec ses proches. Et d'ailleurs, c'est plutôt en ce sens-là qu'ils sont mobilisés dans des groupes de développement. On voit aussi beaucoup se développer dans ces groupes d'agriculteurs qui se retrouvent tous les mois ou tous les mois et demi. Différentes formes de communication. Il y a les réunions physiques et entre ces réunions, des possibilités d'échanger via WhatsApp assez souvent ou via des groupes Facebook pour compléter une discussion qu'on aura eue, pour la faire vivre en fait entre les réunions. Et donc on a aussi des usages du numérique qui renforcent des relations, je dirais, de proximité entre personnes qui se côtoient relativement régulièrement. Donc ça, je crois qu'on l'a aussi tous dans nos vies quotidiennes, des groupes WhatsApp avec nos voisins, dans le cadre de nos associations. Donc c'est également une réalité en agriculture sur laquelle je n'ai pas beaucoup insisté, effectivement. Merci. Une autre question, Bertie. Grâce aux AgriPitch, pour lesquels le public a pu voter massivement cette dernière semaine et pour lesquels nous remettrons les prix en fin de journée, on a découvert plusieurs applications comme FarmLeap ou Amiculteur. Vous en avez assez peu parlé. Est-ce que ça modifie aussi les dynamiques collectives dans le secteur agricole ? Alors, effectivement, j'ai peu parlé de ces applications. Donc, vous citez FarmLeap ou Amiculteur. On va aussi inviter tout à l'heure Farmer, qui est notre type on en parlera notamment. Il y en a une de celles dont on parlera dans la journée. Oui, donc ce sont des applications effectivement qui sont proposées pour faciliter la mise en relation, l'échange entre agriculteurs, le partage de connaissances, parfois aussi la capitalisation à partir des expérimentations des uns et des autres. Donc on va voir tout ça et puis vous pouvez aller regarder bien sûr les AgriPitch pour en savoir plus sur nos candidats. Alors c'est vrai que j'en ai peu parlé. Alors, il y a un effet de méthode, je suis désolée, mais c'est beaucoup moins accessible parce que souvent, ça propose des groupes privés et donc un peu moins accessible pour des kidam. De la même façon, vous avez aussi des groupes Facebook qui sont privés et qui sont moins accessibles également. Alors, est-ce que ça change la donne ? Je pense qu'elles sont moins saisies aujourd'hui que ces réseaux publics qui rendent parfois suffisamment de services aux agriculteurs par rapport à l'usage qu'ils veulent en faire. Donc, d'une part, je pense que c'est moins transformateur que les réseaux généralistes. Par contre, on voit, et ils vont nous l'expliquer, que ces outils, ils sont aussi mobilisés dans le cadre de dynamiques professionnelles plus instituées. Donc, ils sont saisis comme des outils pour faciliter la relation au sein de communautés d'agriculteurs qui appartiennent à un même CETA, au sein de communautés d'agriculteurs qui travaillent dans un CIVAM, etc., etc. Donc, ils ont d'autres façons de se positionner par rapport aux dynamiques collectives. Je pense qu'ils sont plutôt des accélérateurs et des facilitateurs de travail qui s'insèrent probablement davantage dans des choses plus organisées, plus instituées. Mais ça encore, il faudrait le vérifier avec nos intervenants tout à l'heure. Alors, je vais avoir le plaisir de vous poser notre première question YouTube. Je remercie Abder. Trouve-t-on les 3 formes de communication personne-personne, personne-machine
et machine-machine? J'ai peur de ne pas réussir à répondre. Merci Abder pour cette question. Alors, si je ne me trompe pas, Abder est plutôt spécialisé dans les sciences informatiques et ça transparaît dans sa question. Alors, de ce que j'ai pu observer et suivre, et peut-être c'est ce à quoi je me suis le plus intéressée, j'ai plutôt regardé des relations personne-personne. Après, ça m'amène à peut-être souligner un point qu'il faudra qu'on interroge aujourd'hui, c'est la façon dont se structurent les communautés professionnelles sur les réseaux numériques. En fait, je vous parlais plutôt dans mon mot d'introduction du fait qu'on peut rentrer dans des formes de bulles informationnelles où en fait les réseaux se structurent, ils ont une structure qui sont liées d'une part à la façon dont chaque internaute va chercher à rejoindre un groupe, mais qui peuvent également être liées aux algorithmes, en fait, aux algorithmes qui sous-tendent les réseaux sociaux et qui vont constituer des propositions de liens ou des propositions d'informations. Et donc ça fait intervenir finalement la mécanique numérique de ces réseaux et ça contribue à la dynamique des groupes. Alors ça, c'est malheureusement pas du tout dans mon domaine de compétences et j'ai pas exploré ces dimensions-là pour ma part. Nous y reviendrons peut-être. Oui, peut-être que certains intervenants y reviendront sur la question des algorithmes, peut-être ce matin même d'ailleurs. Alors, une autre question. Avec ce foisonnement de partage de connaissances, parfois très techniques et spécifiques, mais peut-être parfois basées sur des observations ponctuelles, quelle légitimité pour ces connaissances ? C'est une question... C'est une question et critique ou interrogation qui, par exemple, a été souvent formulée pour Wikipédia au démarrage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, au tout début. Au tout début, ben voilà. Plus maintenant. Au tout début, parce que vraiment, la question qui se posait, c'est ce projet de faire produire une connaissance encyclopédique à des amateurs. Comment est-ce que ça peut fonctionner ? Comment est-ce qu'on peut avoir une connaissance crédible ? Les différents travaux qui ont essayé de prendre du recul sur ce qui était produit sur Wikipédia nous disent ça fonctionne. Ça fonctionne. La capacité des pairs et de la foule à juger la qualité des contributions amène à produire une connaissance fiable. Alors, Wikipédia, c'est fondé sur un certain nombre de règles extrêmement précises. Vous le savez si vous avez essayé de contribuer un jour, sur les sujets qu'on a le droit d'y mettre, sur la validation par une communauté de ce qui est écrit, etc. Donc, et c'est doté de règles de fonctionnement. On revient à ces fonctions d'intermédiation sur les outils numériques, de règles de fonctionnement qui permettent cette production fiable. Donc la question se pose sur des outils qui sont probablement encore un petit peu moins organisés. Est-ce qu'ils parviennent à produire des productions ou des connaissances fiables ? Alors c'est d'ailleurs ce que proposent certaines plateformes. Je pense par exemple à Amiculteur, qu'on a reçu dans les AgriPitch. Ils nous disent notre fonction, ça va être de créer un espace de construction des expérimentations pour en tirer quelque chose d'organisé et de probablement fiable, en pouvant mettre en œuvre des comparaisons entre ces commentaires, ces expérimentations qui sont produites par différents usagers de la plateforme. Il y a là effectivement un enjeu d'organisation des connaissances pour produire, des contributions pour produire des connaissances. Je pense que c'est deux dimensions qu'il faut effectivement distinguer, ce qui est de l'ordre de la contribution et ce qui est de l'ordre de la connaissance. Alors, selon les plateformes, selon les outils, ce travail de passer de l'un à l'autre, il est plus ou moins fait, c'est vrai. Mais par contre, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que dans la plupart des processus de changement et de réflexion technique des agriculteurs, chacun s'alimente aussi du dialogue avec son voisin, du dialogue avec un collègue. Et là, on ne se pose pas tant que ça la question de la fiabilité de l'information reçue. Ce qui se joue aussi, c'est un temps de partage, de dialogue, de réflexion qui permet de se mettre à distance, puis de revenir tester des choses. Et que dans cet échange-là, la question de la validité, de la fiabilité, de la généricité des connaissances produites ne se pose pas nécessairement toujours. Il y a aussi des moments où l'échange est utile, même en tenant compte de la singularité de la contribution qui est faite. Une dernière question ? Allez-y, Myriam. Dans le secteur agricole, les structures collectives existent depuis longtemps, très longtemps. Est-ce que c'est pour cette raison que les réseaux sociaux semblent s'y développer si facilement ?
Alors, c'est vrai, merci pour cette question. En fait, c'est vrai que j'ai souhaité inscrire en fait ma réflexion un peu dans cette histoire des structures collectives. Et ça fait aussi écho à une contribution qu'on a eue il y a quelques éditions des A-Connect, où M. Nguyen nous disait en fait l'économie collaborative ne peut que se développer en agriculture parce que vous avez d'ores et déjà des structures sociales de coopération qui sont très fortes dans les faits et qui seront un terreau fertile pour le développement d'une économie numérique collaborative. C'est un peu la même question derrière. Et je pense qu'effectivement, cette culture de la coopération, cette culture aussi de l'engagement professionnel, de l'engagement dans des espaces publics, elle est très forte en agriculture. Dans une récente enquête, on a demandé à des agriculteurs s'ils étaient engagés dans une organisation professionnelle. 98% nous ont dit oui. Donc en fait, les agriculteurs sont très engagés dans des collectifs d'ores et déjà. Et il est donc probable que ce soit un contexte plutôt favorable à l'engagement dans des formes de collectifs qui sont installés sur des réseaux sociaux. J'ai encore des questions qui arrivent. Voilà, si vous me permettez, je continue. Alors la dernière peut-être. La dernière. Voilà, merci. Vous avez peu parlé du contenu échangé. Avez-vous étudié cela? Est-ce que certaines thématiques sont plus présentes que d'autres, comme la santé animale, l'alimentation, les prairies? Et si oui, pourquoi? Je suis désolée, je vais avoir du mal à répondre à cette dernière question, mais du coup, Jean-Paul sera ravi parce que la réponse va être brève. Non, on n'a pas fait de travaux qui me permettent de répondre à cette question sur des analyses de contenu des échanges. Peut-être que Baptiste Cotras, tout à l'heure, pourrait être interpellé sur cette question-là, parce qu'il est plus connaisseur des modalités de mesure de ce qui se dit sur Internet. Alors, je vous en propose une dernière alors. Rattrapage. Au vu de la sensibilité de certaines questions techniques aujourd'hui en agriculture, y a-t-il une forme de censure des agriculteurs sur ces réseaux? Alors, nos observations sont peut-être encore un peu trop préliminaires pour avoir un jugement de fond. Par contre, quand on a conduit ces études en fait, sur les réseaux sociaux agricoles, on a essayé d'explorer la diversité de ce qui se trouvait. Et effectivement, par exemple, on a trouvé plutôt moins de sites qui portaient sur des questions de production animale que de sites qui portaient sur des questions de production végétale. Je pense qu'effectivement, il y a des sujets qui sont perçus comme plus sensibles ou des questions pratiques et techniques sont perçues comme plus difficiles à poser dans un espace public, c'est-à-dire consultable par des internautes intéressés mais amateurs, que d'autres. Donc, assez probablement oui, et ça se traduit notamment par le fait qu'il y a moins de groupes techniques publics sur les questions animales que sur les questions végétales. Est-ce que c'est une question de thématique ou est-ce que c'est une question de sociologie des agriculteurs et de leur rapport aux outils connectés? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je pencherais pour la première interprétation, que c'est plutôt qu'une question de thématique. Merci beaucoup.